Je m'excuse d'avance si je me trompe sur certains détails de l'histoire que je vais vous raconter. C'est quelque chose que mon meilleur ami m'a raconté plusieurs fois il y a quelques années. C'est une de ces histoires si troublantes qu'on ne peut pas l'oublier, même après l'avoir entendue plus d'une fois. Le père de mon ami était bûcheron, plus précisément opérateur d'abatteuse. Pour ceux qui ne savent pas, une abatteuse est une machine imposante capable d'abattre des arbres géants et de les couper en longueurs spécifiques. Son travail impliquait de longues heures éreintantes, souvent seul dans les forêts profondes et isolées du nord-ouest Pacifique. Comme son équipe était payée au nombre d'arbres abattus plutôt qu'à l'heure, il travaillait souvent 16 à 20 heures par jour pour terminer les tâches le plus rapidement possible. Bien qu'il travaillât seul la moitié du temps, l'autre moitié était passée avec son ami Jake, un autre opérateur d'abatteuse. Ils utilisaient des radios pour communiquer, surtout quand ils travaillaient aux extrémités opposées du même site. Il y a quelques années, le père de mon ami et Jake ont été assignés à un site de travail isolé en altitude sur une montagne. Il a fallu plus de 3 semaines à l'entreprise juste pour dégager une route assez large pour leurs camions et équipements. Ils se trouvaient dans une partie extrêmement désolée de la montagne. Ils travaillaient depuis 10 jours et progressaient bien quand ils ont commencé à entendre d'étranges bavardages sur leur radio. Au début, les voix étaient étouffées, juste de faibles murmures parasités qui n'avaient pas de sens. Ils ont essayé de changer de canal, mais peu importe ce qu'ils faisaient, les bavardages les suivaient, ce qui est normalement impossible avec les radios standards. À mesure qu'ils progressaient vers le sommet de la montagne, les voix devenaient plus distinctes. Ils ne pouvaient pas entendre des conversations complètes, mais d'après ce qu'ils percevaient, ils s'accordaient tous deux à dire que le ton des fragments de conversation semblait étrange. Le père de mon ami disait que cela semblait presque désinvolte par moments, mais le contenu était inintelligible. Ils ont également commencé à trouver des signes étranges indiquant que des personnes étaient passées par là avant eux. Des conteneurs aléatoires, des empreintes dans la terre et de petits campements improvisés. Comme je l'ai dit, ils étaient dans un endroit si reculé qu'il était pratiquement inaccessible, donc ces découvertes étaient profondément troublantes. Un jour, Jake a découvert une tente cachée juste à côté d'un sentier et a appelé le père de mon ami. À l'intérieur, ils ont trouvé un sac de couchage et un sac de sport rempli des choses les plus perturbantes imaginables. Plusieurs paires de sous-vêtements d'enfants, du ruban adhésif, des cordes et des croquis grossiers d'enfants maltraités. Il y avait même des photos d'une pomme fraîche, indiquant que le propriétaire avait été là récemment. Jake voulait partir immédiatement, mais le père de mon ami, toujours bourreau de travail, a insisté pour terminer le chantier. Ils ont convenu de limiter la communication radio aux urgences uniquement. Cette nuit-là, assis dans leur camping-car, incapables de se défaire de l'angoisse qui les oppressait, la radio a de nouveau crépité. Cette fois, ils ont pu distinguer des bribes d'une conversation entre deux hommes parlant de choses banales comme collecter de l'eau et du bois de chauffage. La nuit suivante, le père de mon ami a décidé de les confronter lorsqu'il a entendu les hommes parler de rassembler des buissons pour un feu. Il a saisi la radio et a exigé de savoir qui ils étaient et ce qu'ils faisaient là. La radio s'est tue immédiatement. Ce silence était presque plus inquiétant que les bavardages. Vers minuit, Jake a réveillé le père de mon ami en chuchotant que quelqu'un était dehors. La première chose qu'il a remarqué était le bruit léger de pas crissant sur le gravier. Il a cherché son arme, réalisant qu'elle n'était pas chargée. Jake était désarmé, et l'idée d'appeler la police était ridicule étant donné leur emplacement. Ils sont restés figés en entendant la poignée de la porte du camping-car bouger. La porte a grincé, mais ne s'est pas ouverte complètement. Leur camping-car était haut et il n'y avait ni échelle ni tabouret pour grimper. Puis sont venus les grattements, de longs grattements délibérés le long de l'extérieur de la porte. 4 minutes interminables se sont écoulées. Finalement, le père de mon ami a fait signe à Jake qu'il allait vérifier. Il s'est déplacé silencieusement vers la porte, serrant une lampe de poche dans sa main tremblante. Juste au moment où il atteignait la porte, celle-ci s'est ouverte violemment et il a été frappé au visage avec un couteau. La douleur était aveuglante. Il est tombé du camping-car, heurtant durement le sol. Avant qu'il ne puisse se relever, un homme était sur lui, pressant le couteau contre sa gorge. Un autre homme est apparu, le frappant à coups de pied à la tête. Sans hésiter, Jake a sauté du camping-car et a plaqué l'homme au couteau. Le second homme s'est enfui dans l'obscurité, suivi par celui que Jake avait plaqué. Ils ont disparu dans la forêt. Jake a aidé le père de mon ami à retourner dans le camion et ils ont conduit 2 heures jusqu'à l'hôpital le plus proche. C'était grave. Son visage était en sang et une coupure à travers ses yeux était si sévère qu'elle a définitivement endommagé sa vision. Ils ont signalé l'agression à la police, mais rien n'en est ressorti. 2 semaines plus tard, alors que le reste de l'équipe de bûcherons terminait le travail, l'un de leurs collègues a été retrouvé ligoté, bâillonné, violé et assassiné dans un fossé. Aucune arrestation n'a jamais été effectuée. À ce jour, le père de mon ami souffre de syndrome de stress post-traumatique.
Son œil droit, avec sa pupille défigurée, lui rappelle constamment cette nuit-là. Je suis sûr qu'il n'a pas eu une nuit complète de sommeil réparateur depuis. J'ai moi-même été terrifié par les forêts profondes pendant longtemps, principalement à cause de l'expérience du père de mon ami. Je n'ai pas eu de nouvelles de mon ami ou de son père depuis des années, alors je ne peux qu'espérer qu'il se porte bien.